Le destin de Grozny était pour ainsi dire écrit en toutes lettres. En russe, le nom de la capitale tchétchène signifie effrayant et sinistre, comme un avertissement de ce qui allait arriver. Deux guerres menées par Moscou contre les indépendantistes dans les années 90 vont laminer Grozny, qui se verra décerner par l'ONU le titre funeste de ville la plus ravagée au monde. Tout débute fin 1991. Profitant de la dislocation de l'Union soviétique, les séparatistes tchétchènes déclarent l'indépendance. Les nouvelles autorités de Grozny s'emparent des bases militaires russes et désarment les troupes de l'ancienne armée rouge. Moscou tente de reprendre le pouvoir par l'intermédiaire de factions tchétchènes loyalistes, en vain. Blessés dans leur orgueil national, les Russes partent en guerre. Nous sommes en 1994 pour reconquérir donc la petite république rebelle. Les affrontements sont féroces. Dans les 2 premiers mois, 35 000 civils auraient été tués rien qu'à Grozny. Les troupes russes subissent également d'importantes pertes avec 2000 soldats tombés au combat. C'est presque avec soulagement que le président Boris Eltsine annonce la fin des hostilités. Aujourd'hui, en ma présence, a été signée la fin de toute activité militaire. Ceci nécessite de votre part discipline et retenue. Mais les Tchétchènes n'ont pas entendu l'appel de Moscou. En 1996, quelques 3000 insurgés reprennent Grozny lors d'une attaque surprise. La défaite infligée à l'armée russe est telle qu'un traité de paix abandonne les pleins pouvoirs aux séparatistes. Un état de fait toujours aussi indigeste pour les Russes. En 1999, les Tchétchènes sont tenus responsables d'une série d'attentats à Moscou et dans d'autres villes de la Fédération. Fort d'un nouveau Premier ministre, un certain Vladimir Poutine, la Russie lance la deuxième guerre de Tchétchénie, mais les rebelles résistent. Winston Churchill a dit que n'importe quel accord signé avec les Russes n'avait même pas la valeur du papier sur lequel il est écrit. Eh bien aujourd'hui, il semble que le papier ne soit vraiment pas cher en Russie. Le second siège de Grozny va commencer en octobre 1999. Il laissera un champ de ruines, parfois comparé à celui de Hiroshima après la bombe atomique. Quand les Russes finissent par reprendre le contrôle de la ville en janvier de l'an 2000, il ne reste pas un seul bâtiment debout. Alors, comment vit-on aujourd'hui dans la petite république musulmane de la Fédération de Russie, entièrement reconstruite et dirigée d'une main de fer par Ramzan Kadyrov, l'homme lige du Kremlin? Regardez ce reportage signé Ksenia Bolchakova et Eliane Goren. Dans ce club de sport, des dizaines de jeunes viennent s'entraîner. Ici, on pratique le free fight, le sport de combat le plus populaire à Grozny. Nos pères, nos grands frères nous enseignent la bagarre dès le plus jeune âge. À 4 ou 5 ans, ils nous emmènent dans la rue pour nous bagarrer. Et avant même de savoir ce que c'est que le sport, on sait déjà se battre. Tout naturellement, avec l'âge, on est beaucoup à avoir choisi cette discipline. Visran est l'étoile montante du club. Enfant, il a connu la guerre avant de travailler au ministère des Finances locales. Mais sa passion l'a emporté. Depuis 6 ans, il est passé pro. Entraînement quotidien et séance photo obligatoire avec Saïd Sarnaïev, photographe pour l'agence de presse russe RIA Novosti. Ici, il y a des champions du monde déjà très connus, mais aussi de jeunes espoirs, et ils sont de plus en plus nombreux. Des gars qui s'entraînent dur pour y arriver. Dans la salle de gala du club, les plus jeunes se préparent à une grande compétition. Sous les portraits de Ramzan et Ahmad Kadyrov, père et fils, actuels et anciens dirigeants de cette petite république. Un moment important pour se faire repérer. Moi, j'ai eu beaucoup de cadeaux, notamment de la part de notre leader en personne. Pour une grande victoire, ça peut même être un appartement ou une voiture. 10 membres du club ont déjà reçu des Ford Focus et des Mercedes. Avec salaire et primes, Visran gagne 1 500 € par mois. C'est beaucoup, 3 fois plus que le revenu moyen en Tchétchénie. Le pouvoir a fait beaucoup pour développer le sport dans notre République. Dans mon club et ses 7 filiales, j'ai 800 jeunes gens qui s'entraînent chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces 800 gamins n'iront pas traîner dans la rue, faire des bêtises, boire, fumer ou pire, rejoindre la rébellion.
Le sport pour tourner la page de la guerre, mais pas seulement. Il y a 7 ans, le gouvernement vote un programme pour effacer toutes les traces du conflit. Grozny est entièrement reconstruite, avec sa mosquée flambant neuve et ses avenues soignées. À l'époque soviétique, cette avenue s'appelait l'avenue de la Victoire. Après la reconstruction, les autorités l'ont renommée la perspective Vladimir Poutine, du nom de l'homme qui a détruit notre ville. Des centaines de milliers de personnes sont mortes ici, et voir au final ce nom de famille, ce n'est pas très agréable. Pendant la Deuxième Guerre, Saïd était caméraman pour une télévision locale. Il a filmé les combats, les morts, les réfugiés, des images qu'il a du mal à oublier. Et la renaissance de sa ville, au départ, il n'y croyait pas. Les travaux ont commencé ici, par cette avenue centrale. En 20 jours à peine, tout était terminé. Sur cette photo, on voit comment c'était en 2006. Il était impossible de circuler et de marcher dans cette rue. Tout était sale, en ruine. Des travaux supervisés personnellement par Ramzan Kadyrov, l'ex-rebelle propulsé au pouvoir. Cette ville nouvelle, il l'a bâtie à sa gloire. Ses portraits sont partout. Grozny vit dans le culte de son chef. Il a tenu sa promesse. Il a reconstruit Grozny avec amour et détermination. Et à vrai dire, je ne veux voir personne d'autre à sa place pour nous diriger. Mais si Ramzan a tenu promesse, c'est grâce à l'argent de Moscou. La Tchétchénie dépend toujours des dotations du Kremlin. L'an dernier, elle a perçu près de 2 milliards d'euros. De quoi satisfaire tous les caprices de son jeune dirigeant. Un centre d'affaires digne des grandes capitales, à l'entrée de la ville. Cette arche en marbre. Et puis il y a ce qu'on voit moins. Kadyrov a aussi lancé sa propre ligne de vêtements. Avec Saïd, nous avons rendez-vous chez Firdoz, la marque des Kadyrov. Rima est la styliste en chef. Chaque modèle qu'elle crée doit être validé par Medni Kadyrova, la femme de Ramzan. En fait, il y a des règles, des limites que l'on ne doit pas dépasser. Les vêtements doivent être assez fermés, pas de décolleté plongeant. Les bras doivent être couverts, on ne doit voir que les mains. Et bien sûr, le voile, de la haute couture islamique, selon Rima. Certains modèles coûtent 1 million de roubles, 25 000 euros. Un étalage de luxe qu'on ne s'attend pas à trouver ici. Mais si Grozny semble renaître, toutes les traces de la guerre n'ont pas pu être effacées. Saïd tient à nous emmener à la rencontre de sportifs d'un genre particulier. Ils s'entraînent dans une salle fermée, loin du centre-ville. Ces footballeurs sont des victimes de guerre et des mines antipersonnelles laissées par l'armée russe. Fais attention à l'appareil photo que tu as laissé là-bas. Il pourrait se prendre un ballon. Depuis quelques années, Saïd prépare un documentaire sur cette équipe et son capitaine, Adam Mejiev. Adam a 10 ans en 1995 quand un obus explose dans la cour de son immeuble. 2 de ses amis meurent sur le coup. Lui perd sa jambe. Au départ, quand j'ai entendu parler de ce sport, je n'y croyais pas. Je me disais, impossible avec une prothèse. Puis j'ai compris qu'il fallait enlever la prothèse, prendre des béquilles. C'était vraiment pas facile. Aujourd'hui, Adam est champion d'Europe, mais il est inquiet pour son avenir. Au départ, l'équipe était financée par l'UNICEF, mais désormais c'est le fonds Ahmad Kadyrov qui en a la charge. Et depuis plus d'1 an, ils n'ont pas reçu un centime. Tu vois, dans mon équipe, il y a 6 joueurs qui jouent pour l'équipe nationale. En ce moment, ils ne perçoivent aucun salaire. Ils ne peuvent pas se nourrir correctement et ça aura un impact direct sur leur qualité de jeu. Ils sont quand même censés disputer un championnat du monde. Et ici, tout le monde s'en fout. La majorité des joueurs ne touchent qu'une pension d'invalidité, quelques milliers de roubles. À Grozny, ceux qui travaillent ne perçoivent pas toujours leur salaire. Une personne sur 2 est au chômage. Et derrière les façades, refaites à neuf,
se cache une misère sociale dont personne ne parle. Des milliers de Tchétchènes vivent encore dans des immeubles comme celui-ci, un bâtiment de logement temporaire. Pendant la Seconde Guerre, la maison de Mokhadi est bombardée par les Russes et entièrement détruite. Depuis, il va de foyer en foyer. Venez voir ça, venez. Ici, ce sont nos toilettes communes. Il n'y a pas d'eau courante, on doit se débrouiller pour trouver de l'eau nous-mêmes. Et là, c'est ma chambre. Entrez, venez voir. Ça fait 3 ans qu'on se partage cette chambre avec ma femme, mes enfants et moi. C'est la mairie qui nous a attribué ce logement. Comme vous le voyez, c'est pas du luxe. Avec un revenu de 200 € par mois, Mokhadi n'a pas les moyens de déménager. Quant à la compensation promise par les autorités russes pour reconstruire les maisons détruites, il n'en a jamais vu la couleur. Et ici, il n'est pas le seul. Je n'ai eu aucune compensation, pas un kopek. Et ma retraite non plus, je ne la touche pas. Quand je suis allé donner tous mes justificatifs à l'administration, ils m'ont demandé de l'argent, un pot de vin. Si tu donnes 100 000 roubles, on te versera ta retraite, qu'ils m'ont dit. Où est-ce que je peux trouver une telle somme? Tous dénoncent la corruption des fonctionnaires et tous se sentent abandonnés par les autorités. Fatima avait fui Grozny pendant la guerre. Aujourd'hui, elle regrette d'être revenue. Les autorités nous disaient « Revenez, revenez. Le président s'occupera de vous. Il faut que tous les Tchétchènes soient ensemble. » Derrière la porte, le commandant du foyer tente d'arrêter l'interview. Il me menace, il me dit que si je parle, ils viendront me tuer. Car ici, ça ne se fait pas de critiquer le pouvoir. Et ceux qui l'osent n'ont généralement plus rien à perdre. Du foyer, nous prenons un taxi pour rejoindre le centre-ville. Le conducteur se confie. Nous ne pouvons pas montrer son visage. Tout est sous contrôle ici. Nos téléphones sont sur écoute. Si je parle à visage découvert, je devrais quitter le pays. Mais mes enfants, mes frères, mes parents, eux, ils seront en danger ici. Et je sais très bien ce qui va leur arriver. Ils viendront les chercher, sans exception. Tous seront emmenés. Voilà tout. Le kidnapping, un mot tabou à Grozny, mais une réalité. 5000 personnes auraient disparu depuis la fin de la guerre. C'est ce qu'affirment plusieurs ONG, comme le Comité contre la torture, l'une des dernières à travailler en Tchétchénie. Les enlèvements, ce n'est pas terminé ici. Ce qui a changé, c'est leur nature. Avant, c'était des groupes d'hommes armés, entrés militaires ou en uniforme de police, qui commettaient ces enlèvements. Aujourd'hui, ils ne laissent plus de témoins. Une personne peut sortir de chez elle et disparaître tout simplement. Des méthodes que le régime justifie par la lutte contre le terrorisme. Nous sommes chez Aïma Makayeva. Son fils Apti, soupçonné d'être lié au milieu islamiste clandestin, a été enlevé en juillet 2009. Depuis, aucune nouvelle. Elle a écrit des dizaines de lettres au Kremlin, aux autorités locales et à Kadyrov en personne. J'essaye d'obtenir un rendez-vous avec Kadyrov, mais on me refuse tout entretien. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Pourtant, les gens disent qu'il est bon, qu'il aide le peuple. Si mon fils a fait quelque chose de mal, s'il a commis un crime, je veux bien qu'on le condamne. Mais pas comme ça. Là, je ne sais même pas où il est. Une enquête a bien été ouverte, mais sans résultat. Apti est toujours porté disparu. Il y a un ordre qui vient de Moscou, éliminer tous les terroristes et par tous les moyens. On a des Jeux Olympiques qui approchent et pour les autorités, il faut éviter à tout prix qu'il y ait un attentat. Mais ici, comment ils exécutent cet ordre? Ils kidnappent, ils torturent et ils forcent à signer des aveux. J'aurais dû partir quand j'en avais encore l'occasion. Prendre mes enfants et partir. Mais je me disais, c'est pas possible. Je me disais, ici, c'est mon pays, la Russie, ma fierté. Foutaise. Devant la mosquée, nous retrouvons Visran, le combattant. C'est vendredi et les rues habituellement vides sont envahies de passants. C'est la prière la plus importante, voire obligatoire. Dans certaines entreprises, c'est même une journée chômée pour qu'un maximum de gens puissent venir et passer du temps ensemble.
10 000 personnes viennent ici chaque jour. La pratique religieuse, interdite du temps de l'URSS, a fait son retour en force. Et pour beaucoup, cette liberté de culte retrouvée est un soulagement. Mais à Grozny, on ne prie pas comme ailleurs. Ici, on sent ce désir d'oublier des conditions de vie et un passé difficile, chasser les fantômes de la guerre, toujours bien présents. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Le prochain numéro de Billet Retour sera consacré à Monrovia. Nous verrons comment vivent les habitants de la capitale du Liberia plus de 10 ans après la fin de la guerre civile. Restez avec nous, l'info continue et bien sûr c'est sur France 24.